Bon, les règles sont faites pour être transgressées, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, la plupart d'entre nous respectent les règles. Et de manière générale, on obéit aux lois. Ça paraît con, mais c'est le cas. Hein. Heureusement. Sinon, on serait pas une civilisation. Par exemple, on va pas dans une propriété privée. On s'approche pas des sites militaires, gouvernementaux ou même dangereux pour la santé. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe derrière ces fameuses portes? Quel mystère se cache au-delà des panneaux accès interdit? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces endroits que personne ou presque n'a vu. Ces lieux où l'accès est strictement interdit au public. Si vous avez déjà entendu parler de la zone 51 ou de l'île de Poveglia, vous ne connaissez sans doute pas la grotte des cristaux ou la base souterraine de Yamanto. Et justement, pour traiter de tous ces lieux, on va se servir du principe de l'iceberg. En commençant par traiter le sujet en surface, avec des lieux que vous connaissez, et au fur et à mesure, on va plonger dans les profondeurs, les abysses, et finalement les ténèbres, où on va parler de lieux moins connus, plus troublants, et même carrément effrayants. Contrairement à d'habitude, et c'est tant mieux, on va moins aborder des sujets sensibles. Mais bon, au besoin, je vous mettrai des petits trigger warnings au cas où. Bref, prenez une petite tasse de thé ou de café, et bienvenue là dans l'iceberg des lieux interdits sur Terre. On aborde tout de suite la surface. Zone 51. Alors comment commencer cet iceberg sans parler de l'un des lieux, peut-être même le lieu le plus connu au monde et où on connaît finalement assez peu dedans de choses, c'est la zone 51. Alors pour rappel, cette fameuse zone, elle fait 155 km² et elle se trouve dans le comté de Lincoln au Nevada. Voilà, bon, ça fait quand même des décennies que cette zone alimente toutes sortes de choses, mais sachez que le gouvernement n'a officiellement communiqué dessus qu'en 2013. Parce qu'en gros, voilà, ça fait qu'une dizaine d'années que des documents déclassifiés de la CIA évoquent cette zone en donnant même sa localisation. Alors que dans le passé, comme là avec cette note de 98, on affirmait qu'aucune zone de ce genre n'existait. Alors bon, bien sûr, la CIA n'a rien communiqué qui touche de près ou de loin aux aliens. Chose qui revient de plus en plus d'ailleurs quand on parle de la zone 51. Mais en tout cas, il est bien sûr interdit de pénétrer dans cette zone militaire de haute sécurité. Mais bon, ça n'empêche pas le fait que beaucoup veulent tenter leur chance, comme en 2019 lors du mouvement They Can Stop All of Us qui a germé sur les réseaux sociaux. Et là, comme son nom l'indique, ce mouvement était de débarquer à plusieurs milliers ou dizaines de milliers pour submerger les militaires et essayer d'avoir une vérité cachée. On sait pas. Finalement, il y aura qu'une centaine de personnes qui seront allées sur place le jour J et on aura même le droit à un Naruto Run pour immortaliser ça. Île de North Sentinel. Là, on enchaîne avec une île. Là, d'ailleurs, la première d'une petite série dans cette vidéo, même si vous verrez que les raisons qui font qu'elle soit interdite sont assez diverses et variées, quoi. Bon, alors, peut-être que vous êtes déjà beaucoup à avoir vu cette photo, voilà, celle-là, qui montre des membres de la tribu des Sentinelles sur l'île de North Sentinel. En fait, c'est une île qui est interdite de visiter. Déjà parce que c'est proscrit par le gouvernement indien depuis 96, mais aussi parce que, vous risquez de mourir, quoi. C'est conseillé, quoi. Et c'est par exemple ce qui était arrivé à John Shaw en 2018. J'avais déjà raconté d'ailleurs l'histoire sur Conte fait con. Mais bon, les anthropologues estiment que les Sentinelles sont sur cette île depuis environ 60 000 ans et qu'à l'heure actuelle, il serait quelques centaines à peupler les 60 km² de ce bout de terre. Donc, c'est une tribu qui n'a aucune technologie, qui est complètement coupée du monde et qui voit donc logiquement toute tentative de visite comme une attaque. Bunker de Cheyenne Mountain. Là, on continue l'exploration de la surface avec un lieu qui a des airs de film de science-fiction et pourtant qui est bien réel. Parce qu'il s'agit du complexe de Cheyenne Mountain. En fait, c'est le plus gros bunker militaire des États-Unis. Et lui, il est situé tout près de Colorado Springs. Et ce lieu, en fait, c'est le centre névralgique du NORAD, donc le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Et il a été conçu et construit pendant la guerre froide pour résister à une attaque nucléaire et pour servir de centre de commandement en cas de conflit majeur. Alors, le bunker est creusé dans le granit à près de 600 mètres sous la surface et il est protégé par d'immenses portes en acier de 25 tonnes. Évidemment, je le dis, mais son accès est interdit au public. En fait, c'est l'un des lieux les plus sécurisés et les plus secrets de la planète, et dont la fonction principale est de détecter et de suivre les menaces aérospatiales et de prévenir les attaques contre l'Amérique du Nord. En fait, à la manière de la zone 51, ce complexe alimente pas mal de rumeurs depuis des décennies, et on le trouve dans plusieurs œuvres de la pop culture. Wargames, Interstellar, Stargate SG1, mais également Horizon Zero Dawn ou même Call of Duty. Il apparaît dans ces différents trucs. Bureau 39. Alors je vais rester un peu dans le même thème là, avec notre prochain endroit, qui est situé au cœur de l'un des pays les plus fermés du monde, la Corée du Nord. En fait, le Bureau 39, c'est une organisation gouvernementale assez secrète qui serait située dans un bâtiment du Parti des travailleurs à Pyongyang. Son objectif, c'est de générer des devises étrangères par tous les moyens pour alimenter la caisse noire de Kim Jong-un. Voilà, donc le boss. Et ça, c'est totalement illégal. Et en effet, selon certains rapports d'experts, on parle de contrefaçon de billets de banque, de trafic d'armes, de fraude à l'assurance, de cyberattaques. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui estiment que ce lieu est une des clés de la survie de l'économie de la dictature nord-coréenne. Et l'accès y est totalement interdit. Mais bon, même si c'est quand même une phrase qui peut s'appliquer à peu près à la totalité du pays. Bon, en vrai, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité, vous savez, vous pouvez visiter la Corée du Nord. Même si vous n'allez pas vous balader où vous voulez. C'est quand même hyper encadré. Île de Surseille.
Alors là, on termine ce niveau avec une autre île interdite pour des raisons un petit peu différentes des Sentinelles. En fait, l'île de Surtsey est interdite d'accès pour une raison simple, elle n'existe que depuis 1963. Avant, il n'y en avait pas. En fait, pour être plus précis, elle est apparue à la suite d'une éruption volcanique sous-marine qui a duré 4 ans. Donc voilà, cette île, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert et son accès est strictement limité à une poignée de scientifiques pour qu'ils puissent étudier la colonisation d'un nouvel écosystème de A à Z. Vraiment le truc qui sort de nulle part, c'est ouf. C'est un nouveau monde. Et pour eux, l'idée, c'est de voir comment la vie apparaît et se développe sans aucune interférence humaine, en observant les premières graines, les insectes, les oiseaux qui s'y installent. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, Surtsey, c'est l'exemple parfait de l'évolution en temps réel, et en interdisant sa visite, on la protège de toute contamination extérieure. Voilà, maintenant qu'on a planté le décor avec la surface, avec ce petit iceberg là, il est l'heure de descendre d'un étage, parce que nous allons parler de radioactivité, mais également d'un monument maya très connu. L'île de Queimada Grande. Alors pour démarrer sous la surface, on va parler d'une île, c'est original. Bon, cette fois-ci on se dirige du côté du Brésil pour parler de l'île de Queimada Grande, qui comme celle de Surtsey a un rapport avec les animaux. Sauf que là on est loin des oiseaux, des phoques ou même des petits insectes sympas. Hein. Parce que cette île brésilienne est en effet peuplée de serpents, enfin peuplée ou même plus exactement infestée de serpents, hein. C'est un enfer. En fait là-bas on trouve globalement un serpent par mètre carré, avec une île qui mesure 430 000 mètres carrés. Par exemple, regardez ces superbes vipères lance-dorées de l'espèce Jararaca ioa, qui est endémique et en voie d'extinction et qu'on retrouve donc que sur cette île. Et évidemment, comme si ça suffisait pas, cette espèce de vipère est extrêmement venimeuse. Donc bon, que ce soit lié au fait que l'espèce est en danger et qu'elle soit un danger pour l'homme, l'accès est strictement limité à des chercheurs ou même à la marine nationale. Il n'y a pas de touristes et aucune visite civile n'est autorisée. D'ailleurs, la marine brésilienne, de son côté, doit procéder à quelques visites annuelles pour l'entretien du phare, mais il est évidemment automatique. Zone d'exclusion de Fukushima. Là, on file au Japon et on parle d'un lieu qui a marqué du coup les esprits il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, avec l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire moderne. Je parle bien sûr de la zone d'exclusion de Fukushima, parce que c'est maintenant un endroit synonyme de contamination radioactive massive suite à l'accident nucléaire de 2011. Pour rappel, il y a eu un méga tremblement de terre et le tsunami qui en a découlé a dévasté le nord-est du Japon, le 11 mars 2011. Et la centrale nucléaire de Fukushima a subi une série de fusions de réacteurs. Et ça, c'est pas beau. Le mot fusion, là, en l'occurrence, c'était pas beau. Bon, heureusement, les autorités avaient vu ça venir et le gouvernement avait immédiatement évacué toutes les personnes dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Et du coup, ça fera aucune victime sur le moment. Mais bon, comme pour Tchernobyl, une zone d'exclusion où il est interdit d'aller a rapidement été mise en place et elle atteint maintenant 1150 km². C'est gigantesque. Ça fait à peu près plus d'une dizaine de fois toute la superficie de Paris. Et bon, le temps passe et là, 15 ans après la catastrophe, les niveaux de radiation, ils sont encore quand même beaucoup trop élevés pour que quiconque puisse y vivre. D'ailleurs, sur place, on a le droit à des villes entières figées dans le temps, avec des maisons, des supermarchés, des écoles et des voitures abandonnées du jour au lendemain. Et bien que les efforts de décontamination soient encore en cours et qu'il y ait certaines zones réouvertes, la majeure partie reste interdite d'accès et le restera sans doute pour des décennies. D'ailleurs, si vous voulez voir sur la map, parce que parfois on se le représente pas, Fukushima c'est juste ici, donc vraiment au bord de la mer, et la zone d'exclusion c'est tout ça, quand même pas mal. L'Arche des graines de Svalbard. Bon, on s'arrête à présent en Europe pour la première fois de la vidéo d'ailleurs. Et quand je dis Europe, c'est plutôt Svalbard, c'est du coup l'archipel norvégien qui est en mer du Groenland. C'est quand même très loin. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette glace? Eh bien, on y trouve la réserve mondiale de semences qui se trouve dans la chambre forte mondiale de graines de Svalbard, tout simplement. Et là, derrière sa porte d'entrée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, pour être honnête, eh bien, on a un lieu ultra sécurisé. Et du coup, on y garde des graines de toutes les cultures de la planète dans le but de préserver la diversité génétique. Ces échantillons sont des copies de semences déjà gardées par les banques de gènes des États. Nous offrons une sécurité supplémentaire afin de conserver la diversité biologique mondiale. Dans le monde entier, plus de 1700 banques de gènes abritent des cultures vivrières, mais nombre d'entre elles sont exposées aux catastrophes. Les banques de gènes ont été mises en place trop tard pour rassembler la diversité biologique issue de 12 000 ans d'agriculture, qui a fortement réduite à cause de l'agriculture moderne. Sauvegarder le vivant restant est essentiel pour développer de nouvelles plantes et conserver des traits génétiques qui peuvent être utiles dans le futur, afin de s'adapter aux canicules, aux sécheresses ou encore aux maladies. Bon, depuis son inauguration en 2008, on estime que ce bunker a récolté plus de 4,5 millions de variétés de graines. Ça fait pas mal. Alors que ce soit des céréales, des tubercules, des patates ou même des légumes. Et du coup, en vrai, à part pour les gens qui y bossent, ou même quelques journalistes ou des personnalités politiques, il est interdit d'y mettre les pieds. Zone démilitarisée de Corée.
Bon, on enchaîne sur une autre zone interdite, et là c'est en raison d'un conflit qui ne s'est jamais terminé, parce que c'est la zone démilitarisée entre la frontière qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et pour comprendre pourquoi c'est un endroit interdit, en fait il faut remonter à la guerre de Corée qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Alors, il y a eu une armistice qui a été signée le 27 juillet 53, mais les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix. En fait, techniquement, les deux moitiés du pays sont encore en guerre, et c'est entre autres représenté par cette fameuse zone qui s'étend sur 250 km de long et 4 km de large. C'est énorme. En fait, c'est tout simplement un no man's land où il est interdit, mais strictement de pénétrer. Parce que là, c'est pas genre on vous prévient, vraiment on vous tue. D'ailleurs, on estime que des millions de mines ont été posées des deux côtés. Et bien évidemment, des milliers de soldats postés là-bas sont en alerte permanente. Bon, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette zone est devenue un refuge pour certaines plantes ou certains animaux en voie de disparition. Puisque comme il n'y a pas d'humains, ils peuvent se propager assez facilement. Donc ça donne un paradoxe assez ouf, où l'une des zones les plus dangereuses du monde est aussi l'une des plus préservées. Pyramide de Kukulkan. Alors là, on termine notre étage en faisant un tour au Mexique avec la pyramide la plus emblématique du domaine de Chichén Itzá, donc au Yucatan, dans le Mexique, quoi. Alors c'est un endroit quand même où il y a énormément de ruines mayas et qui fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Et on y trouve la pyramide de Kukulkan qui a été construite il y a environ 1500 ans et qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Et bon, vous pouvez vous balader autour de la pyramide, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est interdit de la gravir ou même de rentrer dedans. Alors bon, bien sûr, il y a eu quand même quelques malins, comme cette femme en 2022, qui se sont dit que c'était une bonne idée quand même de monter. Mais bon, résultat, il y a eu des cris, des claques et un accueil houleux de la foule. Et bien entendu, aussi une petite amende de 8 000 $ pour avoir osé. Bref, si vous allez sur place, ne faites pas comme cette femme, respectez les règles et admirez ce superbe édifice d'en bas et de loin. Et d'ailleurs, pour info, si vous allez en Égypte, comme moi là, je vais en Égypte dans 2 heures. Du coup, je vais visiter les grandes pyramides que vous trouvez au Caire, et c'est vrai qu'on ne peut pas monter non plus sur ces pyramides. Alors on peut aller dedans avec des guides, mais on peut pas les monter normalement. Et bien voilà pour ce niveau sous la surface, mais je pense qu'il est temps de plonger dans les profondeurs. On va parler de paranormal et d'une grotte mexicaine aussi magnifique que dangereuse. L'île de Poveglia. Ah bon, on commence nos profondeurs avec un lieu interdit pour des raisons à la fois historiques, sanitaires et paranormales. Là, c'est l'île de Poveglia, qui est une petite île située dans la lagune de Venise. Et tout commence au Moyen-Âge lorsque l'île sert de lieu de quarantaine pour les malades de la peste. Donc des milliers de personnes infestées y sont envoyées pour mourir, et leurs corps sont entassés dans des fosses communes avant d'être brûlés. Du coup, on estime que 160 000 de personnes y ont péri. C'est colossal, quoi. Enfin, c'est aberrant. Bon, en tout cas, la légende raconte que le sol de l'île est en grande partie composé de cendres humaines. Et plus tard, une partie de l'île est même transformée en hôpital psychiatrique. Mais au lieu de soigner les patients, là, non. Le médecin en charge aurait pratiqué des expériences en incluant des lobotomies, c'est-à-dire on retire des morceaux de cerveau, et des tortures en tout genre, avant de lui-même se suicider en se jetant du haut du clocher de l'hôpital. Depuis ce jour, l'île est considérée comme l'un des endroits les plus hantés au monde. Mais si le gouvernement italien a interdit l'accès à Poveglia au grand public, c'est surtout parce que les bâtiments de l'île sont délabrés, vu que ça fait quand même des dizaines d'années que c'est à l'abandon sans entretien, et donc que c'est dangereux de s'y aventurer. Et bon, quand même, il y a pas mal de youtubeurs et d'explorateurs urbains qui s'y rendent illégalement, faut le dire, quand même, en bravant l'interdiction pour tourner des vidéos et tenter de percer les mystères. Par exemple, le Grand JD avait pu le faire il y a 10 ans, ça avait donné une vidéo hyper intéressante d'ailleurs. Ce qui est marrant, parce que moi, quand on me parle d'île qui fait peur, automatiquement, je pense à Noisuli, donc qui est une île au milieu de l'océan sur laquelle on apprend les rêves, mais aussi à affronter ses cauchemars. Temple d'Issei-Jingu. On continue les profondeurs en allant au Japon avec le temple d'Issei-Jingu. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés au Japon et ont pu visiter le temple, mais je vais quand même apporter quelques précisions. Parce que bon, ce temple est en grande partie accessible au public, mais ses sanctuaires les plus secrets sont strictement réservés à une poignée de personnes, principalement des membres de la famille impériale et des prêtres de haut rang. Naiku, le sanctuaire intérieur, est le plus vénéré de tous les sanctuaires car il abrite le miroir sacré consacré à Amaterasu. Naiku se compose de plusieurs sanctuaires et bâtiments, mais le sanctuaire principal qui abriterait le miroir s'appelle Kotai Jingu et il est interdit de le photographier. La plupart des sanctuaires et des bâtiments sacrés sont construits en cyprès japonais et entourés de chemins de gravier, de forêts anciennes et de montagnes. Mais le sanctuaire intérieur sacré est dissimulé par de hauts murs en bois et n'est accessible qu'à de rares personnes. Cela n'empêche toutefois pas les visiteurs d'apprécier la beauté et la merveille de son extérieur et de ses environs. Vous pouvez également vous approcher de la clôture pour faire vos prières. C'est un lieu à couper le souffle, imprégné d'histoire et de spiritualité.
Et même le Mikakyuki Senpai n'échappe pas à cette règle. Parce que derrière ce terme se cache une forme de culte qui permet aux visiteurs d'entrer dans la zone la plus sacrée à l'intérieur du hall principal du sanctuaire. Bon, globalement, les visiteurs habituels prient depuis l'extérieur de la clôture sacrée. Et ceux qui participent au Mikakyushi Senpai sont autorisés à entrer à l'intérieur de la clôture pour se rapprocher des divinités pour leurs prières. Néanmoins, il est toujours interdit de pénétrer là où seuls les prêtres shintoïstes les plus élevés et les membres de la famille impériale peuvent accéder. Bon, en tout cas, si vous avez déjà visité le temple d'Insei-jingu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça ou les autres lieux d'ailleurs. Pine Gap. Alors on change complètement d'ambiance là avec le Pine Gap, qui est une station de renseignement consacrée aux signaux d'origine électromagnétique et située au sud-ouest de la ville d'Alice Springs en Australie. Alors c'est vraiment là, c'est perdu de chez perdu quoi. Et si cette base, bon, elle est bel et bien située au milieu de nulle part, au pays des kangourous, vraiment, bah sachez qu'elle est gérée conjointement par l'Australie et les États-Unis. Et on peut trouver sur place différents agents de la NSA ou de la CIA. Bon, sans surprise, l'accès à Pine Gap est interdit au public, vu qu'on parle entre autres de sécurité nationale et même internationale. Donc toute intrusion est réprimée par la loi australienne et ça peut mener à des peines de prison. En fait, seul le personnel autorisé, donc les agents de renseignement australiens et américains, puis des techniciens, peuvent y aller. Néanmoins, faut le savoir, sinon c'est pas drôle, faut savoir que toutes les semaines, en réalité, ou pas loin, il y a des manifs sur place. Et là, pour les manifestations récentes, la raison est toute simple. L'implication présumée dans la transmission de renseignements au profit d'opérations militaires entre Israël et Gaza. Et tout ça en provenant de Pine Gap. Et donc, bon, comme vous pouvez le voir sur ces photos et vidéos, les manifestants n'hésitent pas à se rapprocher de cet endroit pour se battre pour leurs idéaux. Vraiment. Alors bon, si cette fois, ça avait été assez couvert par les médias locaux, bon, la plupart du temps, c'est plutôt des actions un peu isolées, quoi. Et en parallèle, et comme pas mal d'endroits de ce genre, Pine Gap est présent dans la culture populaire. Il y a par exemple une série télé australienne du nom de Pine Gap. C'est comme si on avait fait une série qui s'appelait Zone 51, quoi. Et cette série est inspirée de l'existence réelle, donc de cette base secrète. Elle met en scène des intrigues fictives autour d'espions, de tensions internationales, et voilà, tout ce qui fait une série du genre, quoi. Mais la toile de fond est quand même fondée sur la réalité de Pine Gap, même si le contenu des opérations est romancé pour la fiction. On sait pas ce qu'il y a en vrai. Mais en tout cas, les créateurs de la série se sont appuyés sur la réputation mystérieuse du site en explorant l'impact des activités de renseignement sur les relations internationales, tout simplement. Grotte des cristaux. Alors là, on change complètement d'endroit et même de thème, en filant du côté de Cueva de los Cristales. Bon, plus simplement, ça s'appelle la grotte des cristaux qui se trouve au Mexique, près de Naica. Et contrairement à beaucoup d'endroits qu'on a vus jusqu'à là, celui-là est assez récent et assez magique d'ailleurs. Alors c'est un lieu qui est à 300 mètres sous la montagne Naica, dans le désert de Chihuahua. Voilà, c'est comme le chien quoi. Et cette grotte, elle a été découverte en 2000 par 2 mineurs qui creusaient un tunnel. Et la grotte aux cristaux contient certains des plus grands cristaux naturels jamais trouvés. En fait, vous avez tout simplement des poutres de gypse translucides qui peuvent aller jusqu'à 11 mètres de long et peser jusqu'à 55 tonnes. Vraiment impressionnant. C'est vraiment des cristaux gigantesques. C'est la chapelle Sixtine des cristaux, tout simplement. À la fin des années 2010, et avec mon équipe, nous avons percé le mystère de la formation des minéraux de la Cueva de los Cristales, et c'est vraiment une merveille de la nature. Pour comprendre comment les cristaux ont atteint des tailles aussi gigantesques, j'ai étudié de minuscules poches de liquide emprisonnées à l'intérieur. Selon moi, les cristaux se sont développés parce qu'ils étaient immergés dans une eau riche en minéraux dont la température était très stable, autour de 58 degrés Celsius. Il n'y a aucun autre endroit sur la planète où le monde minéral se révèle avec une telle beauté, et il n'y a aucune limite à la taille qu'un cristal peut atteindre. Cependant, si les humains peuvent aujourd'hui pénétrer dans ces grottes, c'est uniquement parce que les opérations de pompage les maintiennent à l'abri de l'eau. Et si le pompage est arrêté, les grottes seront à nouveau submergées et les cristaux recommenceront à se former. Alors en tout cas, si ça vous botte d'y aller comme moi, sachez que c'est pas possible. On peut pas. Alors déjà pour préserver les cristaux, mais aussi pour des raisons de sécurité. Vraiment, c'est hostile. Comme on l'a vu juste avant, on peut avoir une température de 58 degrés avec un taux d'humidité qui peut aller jusqu'à 100%, quasiment. Concrètement, ça fait que vous êtes littéralement dans un hammam. Et vous savez, les hammams, on peut pas rester plus de 10 minutes dedans avant de suffoquer et mourir. Enfin, on peut rester plus longtemps, vous avez compris, mais on finit par avoir des défaillances physiques et compagnie. En fait, il y a quelques scientifiques, comme Juan Manuel, par exemple, qui peuvent aller sur place, mais sous certaines conditions. Et ça, c'était avant, puisque depuis quelques années, les opérations de pompage dont parlait le géologue ont cessé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette grotte aux cristaux est de nouveau inondée par des eaux souterraines. Quant à nous, puisqu'on parlait d'eau souterraine, justement, il est temps de plonger un peu plus profondément, parce qu'on va parler maintenant d'Antarctique, mais également d'un lieu français plus que fascinant. Base Antarctique Vostok. Nous changeons complètement
complètement d'ambiance, puisque là on file en Antarctique. Et nous allons découvrir la base de Vostok. En fait, c'est une station scientifique russe qui est quand même réputée pour son extrême isolement et ses conditions climatiques un peu hostiles. Voilà, clairement. En fait, la station elle est située à plus de 1200 km de la côte. Et elle a été construite en 57 en Antarctique, au-dessus du lac du même nom. En fait, pour la petite anecdote, il s'agit de l'un des endroits les plus froids du monde, avec une température moyenne de moins 55 degrés. Et un record quand même à moins 89, atteint en 83. Et donc, de fait, l'accès à l'endroit, même pour les chercheurs, n'est possible que par avion. Et en été, lorsque les conditions sont un peu moins hardcore. Mais du coup, pourquoi c'est interdit au public? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, l'accès à cette station est strictement réglementé en raison du milieu polaire hostile, mais aussi des enjeux de sécurité, et puis de la nécessité de préserver, le lieu, quoi, cette glace, quoi. Alors, je vais pas vous faire un exposé complet, mais il y a quand même un régime juridique spécifique de l'Antarctique, qui a été fixé par un traité international en 1959. Et dans les grandes lignes, l'interdiction touche le grand public et les touristes, pour éviter toute dégradation ou pollution. Et donc, seuls des scientifiques munis d'une autorisation spéciale sont acceptés sur la station. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les activités sur le continent sont soumises au traité de l'Antarctique, pour qu'on puisse avoir un suivi parfait, quoi, et s'assurer que personne ne flingue l'environnement là-bas. La grotte de Lascaux. Alors pour continuer nos grandes profondeurs, parlons d'un endroit en France. Mais là, faut remonter à l'année 1940 pour le début de notre histoire. Parce que cette année-là, le 12 septembre, 4 potes, Marcel, Georges, Simon et Jacques, bien français donc, vont rentrer dans l'histoire. En fait, pour être honnête, c'est plutôt Robot, le chien d'un des 4, qui va être à l'origine d'une incroyable découverte, en s'engouffrant dans un trou en forêt, sur les hauteurs de Montignac. Alors je précise, c'est pas toujours la même version de l'histoire qui est racontée, mais bon, globalement, c'est une découverte fortuite. Et là, peut-être que vous avez compris de quoi il s'agit, mais tout ce petit groupe vient de découvrir la grotte de Lascaux, qui a un site archéologique incroyable. Et quand les pros vont aller dedans, ils vont vite le confirmer. En gros, les spécialistes vont dater ce lieu de plus de 15 000 ans. La grotte de Lascaux est relativement petite. En effet, l'ensemble des galeries n'excède pas 235 mètres, avec un dénivelé d'environ 30 mètres. La partie décorée correspond à un réseau supérieur, le réseau inférieur étant difficilement pénétrable du fait de la présence de dioxyde de carbone. L'entrée actuelle correspond à l'entrée préhistorique, même si elle a été aménagée et équipée d'un système de sas. L'entrée d'origine devait être un peu plus éloignée, mais son plafond s'est écroulé jusqu'à former un gros talus. On trouve dans cette grotte plusieurs pièces, comme la salle des taureaux par exemple, longue de 17 mètres pour 6 mètres de large et 7 mètres de haut. Et du coup, cette fameuse salle des taureaux nous montre de superbes figurations pariétales. Donc c'est des peintures d'animaux, quoi, en gros. Et vous avez déjà vu en photo, c'est ça. Et justement, c'est généralement ça qui vient directement à l'esprit quand on parle de Lascaux. Mais le problème, façon de parler, c'est que cette grotte va finir par être ouverte au public et des dizaines de milliers de visiteurs vont succéder. Sauf que les visites, ça cause des problèmes parce que il y a plein de CO2 qui vient, parce que les gens respirent, c'est normal. Et du coup, il y a des algues, des champignons et puis des moisissures qui vont popper, quoi. Et tout ça, ça dégrade la grotte. Et tout l'héritage qui va avec. Et donc finalement, en 1963, le gouvernement prend la décision de fermer totalement la grotte au public pour la sauvegarder. Et plus de 60 ans après cette décision, aucune marche arrière n'a été faite. Et donc c'est aujourd'hui toujours interdit de pénétrer dans ce lieu sacré. Bon, il y a quelques experts, des techniciens, qui peuvent y aller, mais bon, c'est hyper strict. Et là, peut-être que certains d'entre vous l'ont quand même visité. Et vous dites, non, c'est pas possible. Alors oui et non, justement. Parce qu'effectivement, en 83, il y a une réplique de la grotte à quelques mètres de l'original qui a été inaugurée. Et elle est accessible au public. Et son existence permet donc de faire découvrir les merveilles de Lascaux tout en préservant la version originale. Un petit peu comme certains le pensent pour la Joconde. Est-ce que c'est l'original? Est-ce que c'est une copie? On sait pas. Base souterraine de Yamantau. Alors on termine nos grandes profondeurs avec un pays dont j'ai pas encore parlé, c'est étonnant, et vous l'attendez sans doute, c'est la Russie. Yes. Bon, faut remonter un peu dans le temps, en 96, quand les États-Unis commencent un peu à s'agiter. Parce que là, le New York Times révèle que la Russie poursuit la construction d'une énorme base militaire secrète dans les montagnes de l'Oural, sous le mont Yamantau. Je sais pas exactement comment le prononcer. Et ça, c'est confirmé par le Pentagone le jour même. Alors vous dites, ok, c'est où ce truc, c'est où cette montagne? Regardez la Russie, c'est un peu grand, j'avoue. L'Oural, c'est cette région, et le mont Yamantau, c'est là. Donc c'est un peu perdu. Mais en tout cas, ça fait combien de temps que la Russie construit un tel complexe? Et pourquoi? Eh bien, c'est dur de le savoir. Mais on estime que les travaux ont commencé dans les années 70 ou 80, quand c'était encore l'URSS et pas la Russie. Et là, différents organismes de renseignement américains estiment surtout que le complexe est immense, avec une superficie supérieure à celle de Washington. Et là, vous dites, mais c'est
quoi la taille de Washington? C'est à peu près 177 km². Sachant que Paris c'est 100 km², ça vous donne une idée de la taille du bousin. En tout cas, les USA soupçonnent cet endroit d'être un centre de commandement militaire ultra protégé et conçu pour résister à une attaque nucléaire, tout en abritant les personnes les plus importantes du pays si ça part en cacahuète. Bref, comme pour la Corée du Nord, ce n'est de base pas un pays dans lequel on a envie de s'aventurer, et puis bon, faut avouer que c'est quand même un bled où il y a beaucoup d'endroits qui sont interdits. Mais peut-être que la base de Yamantau, c'est l'un des meilleurs exemples. Et comme la zone 51, cette base russe alimente beaucoup de fantasmes et cristallise pas mal de théories du complot. Tu m'étonnes. D'ailleurs, certaines de ces théories évoquent le stockage d'armes massives, nucléaires, ou même de denrées stratégiques comme des vivres. Et donc, s'il y avait une catastrophe majeure, la Russie pourrait survivre grâce à ça. Après, pour d'autres, Yamantau, ça peut être un centre de recherche secret dédié aux nouvelles armes ou même à la communication intergouvernementale en temps de guerre, ou même un labo qui est relié à l'étude d'extraterrestres, pourquoi pas. Bref, il y a quand même fort à parier que ce lieu a une importance militaire capitale, ça c'est clair. Vu la taille de façon du truc, sachant que les États-Unis ont validé, mais bon, il y a quand même peu de chances que des aliens soient stockés et étudiés là-bas. C'est pas impossible, c'est quand même improbable. En tout cas, ce qui est probable, c'est que nous allons descendre dans les abysses et nous allons voir un lieu religieux qui alimente des théories depuis des siècles et même une nouvelle île glauque au possible. Les archives secrètes du Vatican. Alors on commence notre niveau là avec un endroit qui cristallise pas mal de fantasmes. Évidemment, ce sont les archives secrètes du Vatican qu'on appelle les archives apostoliques. Ça fait un peu moins complot quoi quand même. Sans surprise, là comme on en parle dans la vidéo, l'accès aux archives n'est pas ouvert au grand public, ni même aux touristes. En fait, seuls quelques chercheurs qui ont une lettre de recommandation, ils peuvent obtenir un droit d'entrée. Et ce droit d'entrée est lui-même réglementé. En fait, les horaires sont restreints, la consultation se fait uniquement sur place et on ne peut pas reproduire les œuvres qui sont présentes dedans. Après, est-ce que peut-être les membres du clergé, eux, ils ont un passe-droit? Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, faut le dire, mais certaines archives ne sont consultables que par le pape ou sur une autorisation exceptionnelle. Alors on se dit, ok, mais c'est quand même un peu chaud. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans les archives? Eh bien, on a plusieurs millions de documents accumulés depuis des siècles, et dont certains remonteraient à plus de 1200 ans. Et dans toute cette paperasse, on trouve énormément de bulles papales. En fait, les bulles papales, c'est des documents scellés dans lesquels le pape parle d'un acte juridique important, tel que la nomination d'un évêque, une canonisation, des trucs un peu comme ça. Mais la bulle papale la plus connue, qui est présente dans ces archives, c'est sans doute celle de l'excommunication de Martin Luther en 1521. En gros, c'est le gars qui a fondé le protestantisme. Donc, voilà, la branche rebelle en fait des catholiques quoi en gros. Mais on peut aussi trouver dedans la demande d'annulation du mariage d'Henri VIII en 1530. Et lui aussi, il s'est fait excommunier par le pape. Et donc du coup, le gars, il s'est autoproclamé le chef de l'église d'Angleterre suite à ça. Mais bon, on peut aussi y trouver les minutes du procès de Galilée en 1633. Parce que, vous le savez, Galilée avait affirmé le fou que la Terre n'était pas au centre de l'univers et qu'elle tournait autour du Soleil. Et ça, à l'époque, on n'avait pas apprécié. Dans le bunker, Monseigneur Pagano confie qu'il existe un petit fond de documents qui ne sont pas consultables par quiconque et sont précieusement gardés secrets. Cela concerne en premier lieu toutes les pièces liées au conclave, en particulier les résultats des précédents scrutins. Les bulletins ont été brûlés, mais il reste les sommaires des votes. Certains documents privés du pape et des cardinaux, les comptes rendus des procès épiscopaux ou les décisions concernant le personnel du Saint-Siège ne sont également pas consultables. Le secret protège enfin toutes les affaires matrimoniales et certains documents que la secrétairerie d'État ne souhaite pas révéler. Et pour terminer là-dedans, parlons des fameuses théories du complot qui accompagnent l'existence de l'endroit. En fait, pour certains, on trouverait dans ces archives des infos secrètes sur le prieuré de Sion. En fait, c'est une ancienne société plus ou moins discrète qui a été dissoute en 1956. Et pour d'autres, le Vatican possède des infos sur les Illuminati et il stockerait tout ça dans ses archives. Et pour d'autres, pour beaucoup même, cet endroit stockerait la véritable lance du destin, qui est une relique religieuse. Il y aurait aussi des infos secrètes sur le Saint Graal ou même l'Arche d'Alliance. Et enfin, pour d'autres, dans ces archives, il y aurait des infos précises sur Jésus-Christ. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et même s'il y a des chances que tout soit faux, en réalité, on ne peut jamais être sûr à 100%. Cité de Shambhala. Alors là, on va aller dans un lieu beaucoup plus haut, plus froid, parce que bienvenue au cœur de l'Himalaya. Et là, les premiers écrits de cet endroit remontent au Xe siècle, dans le texte sacré bouddhiste de Kalasha Kratantra. Il y avait beaucoup de A là-dedans, mais ils en prennent avec les A, quoi. Il n'y a pas d'autres voyelles, quoi. Et là-dedans, on parle de la cité de Shambhala, qui signifie en sanskrit « lieu de la félicité », et qui serait cachée au nord du Tibet, derrière une barrière de montagne. Donc voilà, c'est une cité synonyme de refuge, de sagesse, de paix, et l'accès y est totalement interdit. En fait, les règles sont strictes, seul un petit nombre d'individus purs de cœur peuvent trouver le chemin pour y entrer. Au fil des
siècle, les plus grands explorateurs ont tenté de la trouver, cette Shambhala. Et d'ailleurs, beaucoup de récits parlent de voyageurs perdus dans le froid, de chemins qui se referment sur eux-mêmes, de cartes qui se révèlent être des leurs. D'ailleurs, certains ont comparé ça à une utopie perdue, à une sorte de paradis sur Terre. D'ailleurs, on dit que ça aurait inspiré la fameuse cité fictive de Shangri-La, et qu'on peut retrouver dans le livre des Horizons perdus de James Hilton, qui a été publié en 1933. En tout cas, Shambhala fascine beaucoup de monde au milieu du XXe siècle, dont les nazis. En fait, le régime nazi s'est passionné pour Shambhala, principalement dans le cadre de ses recherches occultes et pseudo-scientifiques. Mais il n'y a eu aucune preuve qui n'atteste que le moustachu et puis ses hauts dirigeants croyaient avoir trouvé le royaume. Leur mission consistait d'abord à trouver et maintenir le contact avec les ancêtres aryens de Shambhala et d'Agarthy, des cités souterraines situées sous l'Himalaya. C'est là que les adeptes gardaient les secrets des pouvoirs occultes et les nazis recherchaient leur aide pour exploiter ces pouvoirs afin de créer une race aryenne maîtresse. Selon ces récits, Shambhala refusa, mais Agarthy fut d'accord et accepta. En conséquence, à partir de 1929, des groupes de Tibétains se rendirent en Allemagne sous de faux prétextes et établirent des loges connues sous le nom de Société des Hommes Verts. En connexion avec la Société du Dragon Vert au Japon, ils étaient supposés aider la cause nazie grâce à leurs pouvoirs occultes. Himmler était attiré par ces groupes de Tibétains adeptes d'Agarthy et, à cause de leur influence supposée, il établit le Ahnenerbe, la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, en 1935. Mais bon, au-delà de ces récits, en fait, la question se pose, pourquoi personne n'a jamais réussi à trouver Shambhala? Eh bien, peut-être tout simplement parce que elle n'existe pas. Alors, je vous ai joué un petit tour des eaux, mais je voulais vraiment parler du lieu, parce que la cité de Shambhala n'est pas un lieu physique, mais un lieu de croyance. En fait, c'est une métaphore bouddhiste qui représente l'éveil spirituel, la pureté de l'âme, ou même la paix intérieure. Donc, elle ne se trouve pas sur une carte, mais dans le cœur de ceux qui la cherchent. Et c'est peut-être pour ça que la cité de Shambhala restera l'un des lieux les plus interdits ou improbables du monde. Même si, quand même, ça n'a pas empêché les nazis vraiment de s'y intéresser sérieusement. Isla de las Monecas. Alors ce nouveau lieu, c'est peut-être l'un des plus creepy de cette vidéo. Donc si vous êtes pédiophobe, c'est votre chemin. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est ok, ou vous serez pas concerné. Donc cette île, c'est la Isla de las Monecas, ou qu'on peut appeler aussi Island of the Dead Dolls, ou l'île des poupées. Et pour ça, il faut aller au Mexique pour vous parler de cet endroit qui n'est pas une île à proprement dit. Là, on n'est pas au large du pays, mais dans la lagune de Tequila. Voilà, c'est au sud de Mexico en gros. Sur la carte, ça donne ça. Et en fait, cette île aux poupées est devenue une source majeure de fantasmes et de légendes à cause de son décor un peu macabre quoi. Mais aussi son histoire derrière ou même ses croyances. Ses croyances paranormales, je précise. Donc, comme vous le voyez sur les photos, c'est un peu particulier. En fait, que ce soit pendu sur les arbres, posé par terre, empalé ou démembré, il y a vraiment énormément de poupées là-bas. L'endroit n'était pas connu sous le nom d'île des poupées avant que Don Julián Santana Barrera, un ermite, ne s'y installe dans les années 1950. Mais elle a rapidement mérité son nom lorsque des poupées ont commencé à apparaître mystérieusement. La légende raconte que, des années avant son arrivée, une jeune fille s'était empêtrée dans les nénuphars du canal et s'était tragiquement noyée à cet endroit. Don Julián affirmait avoir entendu la jeune fille crier depuis l'au-delà « Je veux ma poupée !» Effectivement, près de l'endroit où son corps aurait été retrouvé, il trouva une poupée qu'il suspendit à un arbre comme pour faire une offrande à l'esprit de la jeune fille. Don Julián est devenu à la fois obsédé et hanté par elle. Par la suite, il a affirmé découvrir de nouvelles poupées suspendues aux arbres chaque fois qu'il sortait. Elles n'étaient pas toutes intactes, certaines étaient décapitées, d'autres démembrées. Bon, pour ce qui est des croyances, des fantômes, même des esprits, chacun se fera son avis. Après, au niveau des interdictions, je vais vous expliquer parce que là encore, comme pour quelques endroits qu'on a vus, c'est pas totalement interdit, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, cet endroit n'a pas d'interdiction gouvernementale, parce qu'en fait, c'est un endroit privé. Donc là, les restrictions sont donc choisies par les propriétaires pour des raisons de sécurité, ou même la préservation du site et du respect en général. Voilà. Au-delà de ces restrictions, le mythe et la réputation hantée de l'île ont poussé certains guides à refuser de la visiter. Mais bon, ça relève de la superstition. Parce que vous pouvez quand même visiter l'île, et pour ça, vous pouvez faire appel à des guides officiels. Mais déjà, il faut être sûr d'avoir une place et surtout de ne pas faire de conneries. Par exemple, ne faites pas d'incursion solo. Donc, la visite du site est conditionnée à la météo, la conduite des visiteurs, les suspensions. Mais si certains d'entre vous ont déjà visité la Isla de las Monecas, écoutez, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça a donné pour vous. Est-ce que c'était sympa? Est-ce que c'était glauque? Dites-moi. Quant à nous, il est l'heure de s'enfoncer, cette fois-ci, dans notre ultime palier, les ténèbres. Et nous allons y parler de la plus grosse bombe atomique jamais créée par l'homme, mais également d'un endroit reculé aux USA qui regroupe certains des plus grands hommes du monde. Nouvelle-Zambie.
On commence l'exploration de l'Anneau aux Ténèbres en retournant en Russie, et plus précisément du côté de la Nouvelle-Zambie. En fait, c'est un archipel russe d'une superficie de 90 000 km². C'est à peu près la taille du Portugal. Alors on se dit, ok, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi sa particularité? Eh bien en fait, cet archipel a été le principal lieu d'essais nucléaires soviétiques et après russes entre 55 et 90, donc le 20e siècle. Et même si c'est compliqué d'avoir des chiffres précis officiels, on estime qu'il y a eu sur place plus de 130 essais menés. Alors il y en a eu 85 atmosphériques et une quarantaine souterrains. Et dans tous ces essais nucléaires, on retrouve celui de la Tsar Bomba le 30 octobre 1961. Bref, je vais faire simple, c'est l'arme thermonucléaire la plus puissante jamais testée sur Terre. Et croyez-moi, ça dépote. En fait, sa puissance c'est environ 50 mégatonnes. Donc, vous voyez la bombe qui a touché Hiroshima ou Nagasaki. Vous voyez la gueule du truc? Là, c'est 3000 fois plus puissant. Les nuages sous l'avion et au loin étaient éclairés par le puissant flash. La mer de lumière s'étendait sous la trappe et même les nuages commençaient à briller et devenir transparents. À ce moment-là, notre avion est sorti de 2 couches de nuages et, en dessous, dans l'espace entre les deux, une énorme boule orange vif apparaissait. La boule était puissante et arrogante comme Jupiter. Lentement et silencieusement, elle s'élevait. Après avoir traversé l'épaisse couche de nuages, elle continua de grandir. Elle semblait aspirer la Terre entière en elle. Le spectacle était fantastique, irréel, surnaturel. Alors là, je reprécise, on parle d'un test. En fait, la Tsar Bomba n'a jamais été larguée sur quelqu'un pour tester En tout cas, elle a explosé à 3500 mètres au-dessus du site C de l'archipel de la Nouvelle-Zambie. Et il faudra attendre là la fin de la guerre froide pour que des essais d'explosion nucléaire cessent vraiment sur le site. En tout cas, la Nouvelle-Zambie aurait pu devenir un site touristique prisé, que ce soit pour les passionnés d'histoire, d'armement ou même pour les curieux. Mais aujourd'hui, c'est interdit d'aller là-bas. Du coup, il n'y a aucune activité touristique, économique ou d'habitation civile qui y sont permises. Et l'archipel est aujourd'hui une zone militaire fermé et l'un des endroits les plus restreints de la Fédération de Russie. L'accès est d'ailleurs formellement interdit sans autorisation spéciale du gouvernement russe ou du FSB, donc c'est la sécurité russe, qui contrôle toute l'entrée, même pour motifs scientifiques ou officiels, niet. Parce que en fait, le site est toujours actif. Et d'ailleurs, on estime que la Russie fait encore aujourd'hui des essais de technologie militaire et certaines simulations à but nucléaire. Mais il n'y a pas d'explosion radioactive, en tout cas pour l'instant. En tout cas, faut le dire, l'archipel, il est immense, mais c'est une dangerosité constante, à cause de la forte pollution radioactive résiduelle et même de l'état inconnu de nombreux matériels et d'installations qui sont restés sur place. Bohemian Grove. Alors si je vous demande quel est le point commun entre les ex-présidents des États-Unis, Ronald Reagan et Richard Nixon, Clint Eastwood et Jack London, ou même David Packard, cofondateur d'HP, peut-être que vous n'allez sans doute rien trouver, et c'est normal. Juste ils sont américains, c'est le seul point commun. Mais si je vous disais qu'ils font tous partie d'un même club, plus que privé, et qui alimente les rumeurs, les fantasmes, même les théories du complot depuis des décennies, là peut-être que ça peut un peu vous intéresser. Et donc faut aller au 20 601 Bohemian Avenue, du côté de Monterey, en Californie, donc aux États-Unis, bien sûr. En fait, c'est un lieu de plus de 11 km² qui porte le nom de Bohemian Grove. Et cet endroit, c'est celui où se réunissent les membres du Bohemian Club, qui chaque mois de juillet se retrouvent ici, tous ensemble, pour 2 semaines entre couillasses, Parce que oui, je précise, en fait, c'est un club d'hommes, et surtout d'hommes puissants, même très très puissants. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a des présidents de la République, des grands auteurs, des réalisateurs, des anciens directeurs de la CIA, et bien sûr, des businessmen, des dirigeants aussi de certains des plus grosses boîtes du monde. Bref, on a quand même pas mal de milliardaires. Et du coup, ce club qui est hyper select, il se réunit entre autres au Bohemian Grove, et ce depuis 1878. Le processus d'admission est très long. Le candidat doit par exemple prendre rendez-vous pour rencontrer individuellement les membres du comité d'adhésion. Entre-temps, le comité d'adhésion sollicite des lettres de recommandation concernant le candidat. Il demande ces lettres auprès des membres du club suggérés par le candidat et ses parrains comme étant des personnes qui le connaissent bien. Le comité diffuse également chaque mois une note à tous les membres du club, dressant la liste des personnes dont l'adhésion est envisagée et demande à chacun de donner son avis, positif ou négatif, sur les personnes figurant sur cette liste. Enfin, après cette sélection rigoureuse, vient le vote. 9 des 11 membres du comité d'adhésion doivent se prononcer en faveur du candidat avant qu'il puisse devenir membre. S'il obtient 3 votes négatifs, il doit attendre au moins 3 ans avant de pouvoir être proposé à nouveau. Mais même si vous avez les votes nécessaires, ça fait pas que vous serez forcément membre. Parce que la liste d'attente est longue. En fait, plusieurs centaines de personnes sont en attente pour devenir des membres résidents réguliers. Et là, on parle vraiment de décennies d'attente. Et bien entendu, si vous voulez devenir membre, faut sortir plusieurs dizaines de milliers de dollars. Parce que c'est pas gratuit. C'est pas énorme, le montant pour des gens qui ont des milliards, évidemment. En tout cas, pour en revenir au lieu qui nous intéresse aujourd'hui, le Bohemian Grove, c'est compliqué en vrai d'avoir des infos précises de ce qui s'y passe. On a par exemple eu droit à des vidéos de drones qui nous montrent globalement à quoi ça peut ressembler, mais il y a tellement d'arbres que c'est compliqué d'avoir une vraie idée. Et donc cet endroit est strictement interdit
au public, car il s'agit d'un domaine privé. Et vu les personnes qu'il fréquente, essayer d'y pénétrer n'est pas du tout une bonne idée. Après, est-ce que ça va empêcher toute tentative? Absolument pas. D'ailleurs, il y a 4 ans, un youtubeur du nom de Reckless Ben avait comme objectif de pénétrer là-dedans. Du coup, spoiler, je vous mets des images, mais il a pas réussi. En fait, le lieu est hyper sécurisé, et même si ça se veut être un lieu de vacances un peu, voilà, chill, où on parle pas boulot, quoi, bah, vous imaginez bien qu'ils se réunissent pas quand même pour compter les fleurs, quoi, et qu'il doit y avoir des choses qui se déroulent, des choses importantes. C'est quand même probable, quoi. Et d'ailleurs, bah, le Bohemian Grove est particulièrement célèbre pour avoir accueilli, en septembre 1942, une réunion de planification du projet Manhattan. Et ensuite, ça a donné la fameuse bombe atomique des Américains. Et parmi les participants à cette réunion en 42, il y avait, Oppenheimer, le président de Harvard, Yale et Princeton, ainsi que des représentants de très grosses boîtes américaines. Mais bon, du coup, est-ce qu'il y a des décisions majeures qui se prennent là-bas, à l'abri des regards, avec un bon petit cigare et un whisky? Écoutez, on ne sait pas encore. Et on ne sait pas si on le saura un jour. Camp Hero. On reste aux États-Unis pour terminer cet étage et l'iceberg sur les lieux interdits. Et aujourd'hui, en 2025, le Camp Hero State Park est accessible au public. Ça se trouve juste ici, voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va remonter dans le temps pour mieux comprendre. Parce que à la base, Fort Hero a été créé en 42, mais il a changé de nom dans la foulée pour Camp Hero pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement l'a identifié comme un point d'attaque probable des sous-marins allemands. Et du coup, cet énorme terrain a été conçu pour ressembler à un village de pêcheurs de Nouvelle-Angleterre, afin d'éviter toute détection. Et le gouvernement est même allé jusqu'à peindre des fenêtres sur les bunkers et à concevoir la salle d'entraînement pour qu'elle ressemble à une vieille église. Et après la Seconde Guerre mondiale, le camp a été réduit à un centre d'entraînement de l'armée. Jusqu'à ce que la guerre froide redonne au Camp Hero un rôle plus important dans la défense nationale américaine. Et puis petit à petit, il y a eu de moins en moins d'activités et le site a officiellement été mis hors service en 1981. Et puis quelques années plus tard, le gouvernement, il a renoncé à vendre le terrain. Et du coup, c'est devenu un énorme parc d'État de New York. Et finalement, le parc dont je vous parlais au début a été officiellement ouvert au public en 2002. Sauf que bon, pendant toute cette période, il se serait visiblement passé pas mal de choses dans les installations militaires. On raconte par exemple que, tandis que la base fonctionnait officiellement en surface, des bouches d'égout servaient d'entrée au complexe souterrain secret. Et le gouvernement américain menait des expériences non autorisées dans des domaines tels que le voyage dans le temps, différentes tortures, mais aussi le contrôle mental et la communication extraterrestre. On raconte que pendant les derniers jours de l'exploitation militaire de Camp Hero, la base servait de lieu pour des expériences top secrètes. Ce qui fut connu sous le nom de projet Montauk était considéré comme la suite de l'expérience de Philadelphie, au cours de laquelle l'USS Eldridge, un navire de guerre, aurait été rendu invisible dans le chantier naval de Philadelphie en 1943. L'un des témoins les plus cités du projet Montauk était un ingénieur électricien nommé Preston Nichols qui travaillait sur la base. Selon Nichols, la base servait de refuge à quelques résidents originaires d'autres planètes ou dimensions. Selon ses propres mots, nous avions les petits gris et les grands gris, ainsi qu'une variété d'êtres reptiliens. Les grands gris ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Quand j'entrais dans une pièce, ils partaient. Et au cœur de cette base, ce fameux Nichols affirme également que le projet Montauk disposait d'une technologie appelée chaise de Montauk. En fait, c'était une invention développée à partir de technologies récupérées sur un vaisseau spatial extraterrestre accidenté. Et Nichols prétend que de jeunes garçons ont été formés pour devenir des espions psychiques et des voyageurs dans le temps, et que l'un de ces garçons aurait accidentellement provoqué une déchirure dans l'espace-temps en 1983, et en libérant ainsi une créature de la 4e dimension. Tout ça avant les Marvels, évidemment. Alors, est-ce que aujourd'hui on peut accéder à ces installations pour voir ce qu'il en est? Eh bien, absolument pas. En fait, c'est tout bonnement interdit de pénétrer dans le lieu. Et les différents accès ont été condamnés, la plupart du temps avec du béton, pour être complètement scellés. Donc, à part venir avec un marteau-piqueur et puis en scred, c'est compliqué. Et donc, bon, voilà, beaucoup de rumeurs et de légendes urbaines pour entourer l'endroit, notamment avec les récits de soi-disant expériences paranormales secrètes. C'est entre autres pour ça que le site attire toujours pas mal de curieux et de fans de mystère. D'autant plus que, info très importante, mais le projet Montauk a inspiré Stranger Things. Voilà, les Demogorgones, le voyage dans le temps et compagnie, tout ça, c'est basé sur le projet Montauk. C'est assez ouf. Du coup, ça me donne envie de le visiter. Bon, après là, il y a quand même à parier, faut être honnête, que on a affaire à une sorte de fantasme et que rien de tout ça s'est déroulé sur place. Mais bon, le fait quand même que le lieu soit scellé et interdit continue de donner du grain à moudre aux gens les plus sceptiques.
Et bien voilà, j'espère que ce nouvel iceberg vous a plu. Si vous avez visité ces endroits, notamment parmi les derniers, n'hésitez pas à le dire. Surtout si vous êtes toujours vivant, c'est quand même cool. D'ailleurs, si vous adorez les endroits secrets et remplis de mystères, qui sont notamment cachés dans le monde, sachez que du coup, c'est ce que j'ai essayé de développer également dans la saga Noisuli. Alors ce tome, c'est une édition privée, donc il y aura une édition grand public qui sortira en février 2026. Ce sera le premier tome de la saga, un truc immense, puisque du coup, on aura l'occasion, dans ce livre richement illustré, d'aller directement à Noisuli, qui est une île secrète cachée au milieu de l'océan et dans laquelle on va apprendre à contrôler les rêves, mais aussi à se balader dans les cauchemars. Enfin, toute une histoire quoi. En tout cas, merci de regarder toujours la chaîne Conte Fécond. Nous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, faites de beaux rêves.